Bonjour à tous, il y a un nom qu'on va certainement entendre à plusieurs reprises ce soir dans la conversation qu'on va avoir pendant une demi-heure avec Luc Leroy, qu'on va aller retrouver tout de suite près de San Francisco, à Los Gatos. Ce nom, c'est Tesla, un géant de l'industrie automobile. Pourquoi on va beaucoup parler de Tesla? Luc Leroy, je vais vous laisser nous l'expliquer tout à l'heure. Bonjour, merci d'être avec nous, Luc. Bonjour Eric, merci à vous de me recevoir. Bonjour à tous. Alors, on va beaucoup parler de Tesla et vous allez nous en parler tout à l'heure. Auparavant, regardez derrière moi le Golden Gate. C'est un pont qu'on voit assez souvent, d'ailleurs, dans cette émission French Boss, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ont créé leur société et qui sont installés à San Francisco, dans la Silicon Valley. Je vous ai demandé, comme on le fait toujours, Luc, de m'envoyer une photo de ce qui, à vos yeux, la ville qui représentait le mieux votre vie professionnelle. C'est cette photo que vous m'avez envoyée. L'histoire professionnelle de Luc Leroy est donc étroitement liée à celle de ce Golden Gate et de San Francisco, Luc. Alors, insignifiant par rapport au Golden Gate, mais oui, ça a été notre lieu d'arrivée, comme beaucoup de Français ici, en 2005, où nous avons vécu à San Francisco pendant 2 ans. Et j'ai beaucoup hésité à vous envoyer d'autres photos qui sont aussi représentatrices de la région. Le Golden Gate, j'aime beaucoup, comme les Français en général, parce que ça représente cet accès à la ville, San Francisco, mais avec l'omniprésence de la nature. Et c'est la qualité de vie qui est assez unique, je crois, ici. On est dans la Silicon Valley. Il y a la vie de San Francisco qui est assez particulière, avec Berkeley juste en face. Et aux alentours, la nature, que ce soit la montagne, l'océan. Et ce qui est très appréciable avec le Golden Gate, donc lorsque j'habitais à San Francisco, nous étions à 5 minutes à pied du Golden Gate Bridge et du Golden Gate, qui est ce lieu. C'est énergisant, vivifiant, un peu un paradoxe par rapport à la grosse chaleur qu'on peut avoir plus au sud de la baie. Il y a le microclimat san-franciscain qui est absolument remarquable. Luc, est-ce que votre vie professionnelle aurait été différente ailleurs qu'à San Francisco? J'ai l'impression de connaître un peu la réponse, mais c'est à vous de me le dire. Vous allez être déçu, mais non. Mais oui, bien sûr. Alors, oui, tout à fait. En fait, je suis arrivé en 2005 à San Francisco par le biais de l'achat de notre entreprise, une PME parisienne, qui fonctionnait bien, mais une toute petite boîte, puisque nous étions 8 salariés dans le monde. Et j'ai donc été intégré chez Adobe avec 3 de mes collègues. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au début, c'était vraiment une mission de 2 ans. Pour être honnête, aucune envie de rester aux États-Unis. Et puis, vous voyez, ça fait quasiment 17 ans maintenant. Nous sommes devenus citoyens américains et nous vivons entre la France et les US. Et je crois qu'on est parti pour rester. Alors, Adobe est une société qui excelle dans le monde du développement logiciel. Voilà, toute la suite logicielle d'Adobe est très connue. Et ça m'a permis d'être exposé et d'apprendre les techniques managériales américaines, mais aussi les bonnes pratiques d'ingénierie qui permettent de développer et de livrer du logiciel de façon très rapide. C'est-à-dire que lorsque un client conséquent du PDF, par exemple, on va dire une institution gouvernementale, trouve un bug qui peut apporter des failles de sécurité dans le logiciel, nous avions entre 12 et 24 heures pour livrer un patch et surtout le déployer à tous les téléphones mobiles, les ordinateurs qui utilisaient Acrobat ou Reader, le cas échéant. Donc ça, c'était une opportunité d'apprendre des techniques assez remarquables, ce qui par la suite a eu beaucoup d'influence, notamment sur mon succès chez Tesla et récemment avec Fullspeed. On reconnaît rien que dans les mots et puis dans la passion qui émane de la manière dont vous parlez, on reconnaît l'ingénieur informaticien que vous êtes. Tesla, j'en parlais tout à l'heure, vous venez de prononcer le mot, un moment clé dans votre carrière. Depuis 2 ans et demi, vous étiez le responsable de l'automatisation chez Tesla. Il y a beaucoup de choses qui ont découlé de ça. Racontez-nous.
Tesla, Elon Musk, 40 ans, un des hommes les plus riches du monde, un génie. Ça marque un homme de travailler là et de Bien côtoyer sûr, Elon Musk. bien sûr. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au départ, je suis rentré chez Tesla donc en 2000, en tout début 2018, pour une grande partie de mes responsabilités était d'aider l'intégration de l'autopilote des véhicules dans le firmware véhicule. C'est-à-dire, il y a une équipe qui développe l'autopilote pour les voitures Tesla, donc, et il faut aller intégrer ce logiciel dans le firmware, c'est-à-dire dans le logiciel embarqué pour les véhicules. En fait, j'ai fait ça pendant moins d'un mois, puisqu'assez rapidement, il m'a été offert l'opportunité d'aller aider le logiciel usine, donc ce qu'on appelle le factory software, et notamment les automatismes. Je reçois un texte un soir de mon boss qui me qui me demande si je connais le monde du manufacturing et des robots. Je réponds en anglais, bien entendu. J'ai été exposé une fois, et oui, un petit peu. Et là, il me répond en bon anglais, good enough and fair enough. Donc, ça suffira. Retrouve-nous demain 8 heures à l'usine de Fremont, dans laquelle je n'avais jamais mis les pieds. Et là, je me retrouve pour une visite avec Doug Field, à l'époque, qui était le chef ingénieur de Tesla, et Elon Musk. Et on se promène sur la ligne d'assemblage du modèle 3, qui à l'époque, c'était ce que Elon tweetait comme le automation hell, donc l'enfer de l'automation, des automatismes. Ouais, ouais. Et effectivement, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et ce qui me marquait, c'était la façon avec laquelle Ilan micromanageait et maîtrisait tous les composants de la ligne de montage et s'adressait aux techniciens, aux managers, leur demandait ce qui n'allait pas, leur ordonnant d'exécuter certaines choses. Donc je trouvais ça assez intéressant que celui qui était quasiment l'homme le plus riche du monde passait son temps à venir micromanager et ne lâchait jamais le morceau. Donc il y a cet aspect très important avec Ilan, c'est qu'il ne lâche jamais. Et j'ai eu 11 face à face avec lui pendant ces 2 ans et demi où j'étais chez Tesla. Et c'est un trait absolument constant. Prendre des décisions très dures et ne jamais lâcher le morceau. Et voilà. Et donc j'ai accepté ce soir-là, j'ai accepté de prendre le management par intérim de cette équipe, qui était une équipe de 75-80 personnes à peu près, et de fil en aiguille, effectivement, avec mon parcours d'ingénieur, alors en mécanique par formation et informatique par formation et par expérience, apporter des perspectives d'ingénierie un peu franco-françaises, très pragmatiques, divisées pour régner, dans un rôle où traditionnellement mes prédécesseurs étaient des ingénieurs qui venaient du monde du manufacturing, et le plus technique que j'ai vu, c'était des électriciens. Donc un nouvel angle d'attaque, ce qui a bien marché puisque j'ai fini par prendre ce poste à temps plein. Et j'ai grandi ça en une équipe d'un peu plus de 330 personnes responsables des automatismes dans le monde, puisqu'on a fait notamment l'architecture et l'implémentation de la Gigafactory à Shanghai. Alors Luc, vous avez donc, on l'a compris, côtoyé à plusieurs reprises de près Elon Musk. J'imagine que vous avez beaucoup observé, vous nous avez un petit peu parlé de ces méthodes de management. J'imagine que vous les avez beaucoup observées et j'imagine que vous les avez beaucoup dupliquées par la suite. On va en reparler. Mais Bien donc, sûr. vous êtes responsable de l'automation, c'est comme ça qu'on dit? Oui, alors il y a toujours ce débat. Donc, ce serait l'automation en français, hein, l'automation Ouais, ça qui. veut Voilà. rien dire. Voilà. Ça veut rien dire, vraiment. Alors, l'automation, j'ai regardé parce qu'à chaque fois, on a ces conversations avec à peu près tous les Français que je rencontre. Et même les Français dans la baie, on se pose souvent la question. Donc, on dit automation en anglais. En français, l'automatisation, finalement, vient du règne animal. C'est-à-dire, on crée des automatismes qui sont des réflexes. L'automation vient du monde des automates. Donc, Ah, ouais, d'accord. l'automation, c'est correct.
C'est plus exact, en tout cas, Voilà. effectivement. On apprend beaucoup de choses, hein, vous voyez, dans French Boss. J'ignorais que l'automatisation venait du règne animal. Bon, donc, vous observez des carences de votre poste d'observation responsable de l'automation chez Tesla. Vous observez des carences et ces carences vous donnent des idées. Bien sûr. Est-ce que c'est vrai si je dis ça? Oui, La suite, complètement. Complètement. c'est évidemment vous qui allez la raconter, la suite, Luc. Ouais. Alors, là où j'ai été chanceux chez Tesla, c'est que ces carences, justement, étaient amplifiées, puisque Tesla va très vite. Ils font les choses de façon assez extrême, voire excessive. Et les carences ne viennent pas d'un manque de compétences ou quoi que ce soit. Ça mettait vraiment en exergue les problèmes qui existent avec les plateformes d'automation existantes, qui sont des logiciels et du matériel admirables, mais conçus pour la façon dont on produisait il y a peut-être 10-15 ans. Et puis alors après, il y a la vision d'Elon Musk qui ne lâche jamais le morceau. J'ai entendu énormément de critiques. Et effectivement, quand on regardait les chiffres, quand j'ai joint à Tesla, on avait du mal à produire 2000 Model 3 par semaine, là où depuis un an, depuis 2017, Tesla était censé en produire 5000. Beaucoup auraient baissé les bras. Et Elon n'a jamais baissé les bras. Et puis alors, il y a Elon, mais bien entendu, il y avait une équipe extraordinaire autour de lui. Je ne vais pas envoyer trop de noms parce qu'il y aura des jaloux, je vais en oublier. Mais il y a toute une équipe d'exécutifs, de managers qui sont absolument incroyables et de qui j'ai appris énormément aussi. Parce que c'est surtout avec eux que je passais beaucoup de temps. Euh, Quand on regarde la productivité des usines de Fremont et de la Gigafactory qui est dans le Nevada, Gigafactory One, on fabrique à peu près 10 000 véhicules par semaine avec un équipement qui a été designé au départ pour en produire 5 000. Donc le retour sur investissement, en quelque sorte, est absolument remarquable. Ouais. Et donc l'idée que vous avez, c'est de faire venir une partie de la production de Tesla en Europe. Est-ce que je dis une bêtise si je dis ça? Alors oui, Oui. c'est-à-dire que je veux aider Tesla, mais l'idée, c'est de permettre à toutes les entreprises qui produisent de bénéficier du savoir-faire et du type de logiciel que nous avions développé chez Tesla. Ce qui était intéressant chez Tesla, donc Tesla pouvait itérer rapidement. Vous savez, Eric, ce qui est très intéressant, et nous sommes en train de lever de l'argent là pour accélérer le développement de la société. On Et va il en y a une parler, image que bien sûr. j'utilise assez souvent, c'est on a presque tous aujourd'hui un téléphone mobile dans notre poche. Euh, Quand vous pensez aux prouesses technologiques euh, dont on a pu témoigner ces 10 dernières années, toutes nos finances, notre vie privée, nos photos, les choses les plus confidentielles sont sur notre téléphone portable ou notre iPad ou notre tablette Android, enfin peu importe. Toutes les nuits, on a des mises à jour logicielles qui se passent sur nos téléphones mobiles. Euh, Ce sont des centaines, voire des milliers de contributeurs qui balancent du logiciel, des données, toutes sortes de mises à jour sur nos téléphones, et ça marche tous les matins. Moi, je trouve ça absolument admirable. Quand on voit la complexité, la densité d'informations pour tout intégrer et faire fonctionner, et ça marche tous les matins. Ce qui me choquait chez Tesla et tous nos partenaires, nos fournisseurs, c'est que chaque fois que nous voulions mettre une mise à jour, il fallait arrêter l'équipement pendant des heures, voire des jours, aller avec des ordinateurs, des clés USB et des câbles Ethernet, se connecter à l'équipement pour les reprogrammer quasiment en temps réel, pour faire un déploiement, pour pouvoir itérer rapidement. Parce que je considère que le succès, c'est vraiment la capacité d'itération. C'est ce qui fait qu'on a développé si rapidement depuis une quinzaine d'années, depuis qu'on a embrassé les méthodes dites agiles, et qu'on a des petites équipes qui travaillent ensemble et qui, chaque semaine, livrent un bout de produit. On s'assure que chaque semaine, ce produit a d'une qualité, finale. Ça n'est pas le cas dans le monde des automates. Et d'ailleurs, Tesla a prouvé que c'était possible. Et Tesla a cette capacité d'itération ultra rapide, où tous les 2 jours, on pouvait reprogrammer des robots, améliorer les lignes.
mais avec 330 ingénieurs. Et donc, Ouais. c'est ce coût prohibitif. Déjà, c'est très dur de trouver des centaines d'ingénieurs compétents. Ça coûte très cher. Et donc, ce qui paraissait être une opportunité, et je suis assez impliqué dans le développement durable, je me disais qu'il était primordial de rendre de façon locale une productivité possible avec une capacité d'itérer rapidement, ce qui va nous permettre de ramener les usines plus proches de chez nous, plus proches des consommateurs, avec l'impact sociétal qu'on connaît tous, et puis l'impact environnemental qu'on connaît très mal. On parle beaucoup d'empreinte carbone aujourd'hui. On ferme un peu les yeux sur tous les problèmes de pollution au dioxyde de soufre, hein, que les supertransporteurs entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique, c'est entre 3 et 5 tonnes par bateau par an. C'est plus que toutes les voitures du monde. Et ça n'est absolument pas durable. Il devient absolument primordial que nous rapportions la production plus proche de chez nous. Et c'est l'idée avec Full Speed, c'est d'apporter une technologie grâce à de l'intelligence artificielle qui, avec une toute petite poignée d'ingénieurs, permettent d'itérer très rapidement, comme nous le faisions chez Tesla avec une armée d'ingénieurs. Et toutes ces observations et les conclusions que vous en tirez, dont vous venez de nous parler, font de Luc Leroy un entrepreneur qui crée donc sa société, mais tout en restant évidemment à la fois dans le même secteur et dans le même domaine d'activité. Bien sûr, alors j'ai rencontré, enfin je ne l'ai pas rencontré, c'était mon ami Hugues Gontier, donc, qui est le cofondateur de Full Speed Automation. Et donc en juin 2020, maintenant, oui, nous avons démarré la société. Et nous voici un an plus tard, nous sommes une quinzaine d'employés, avec un bureau à Angers, un bureau à Los Gatos. Et nous avons un premier C'est produit. c'est bizarre d'être à Angers et à San Francisco. Pourquoi Angers? Alors, Angers est dans un triangle d'or de l'industrie française, Ah où ouais, nous avons rencontré des fleurons déjà. Il y a des tas d'entreprises absolument remarquables ouais. qui apportent de la haute technologie dans la fabrication, qui ont vraiment envie de se battre. Euh, donc ça, c'est très encourageant. Et puis, au niveau de la région, au niveau des élus, j'étais aussi très agréablement surpris euh, de l'engagement. Ce sont des gens qui n'ont pas peur de l'industrie. Ça peut paraître choquant, mais on est devenu peut-être un peu snob en Occident. On considère que tout ça, c'est du col bleu, c'est pas super, j'en sais rien. C'est très dommage. Moi, je trouve que l'industrie, la manufacture, c'est très noble. Et il faut l'embrasser. Il y a une grande Ouais. fierté, il y a tout un tissu socio-économique qui se développe autour. Et donc, il y a un triangle d'or dans l'Ouest qu'on a identifié. Alors, on a hésité entre Laval, Nantes, Angers et d'autres. Et Ouais. puis, beaucoup d'indicateurs suggéraient Angers comme une bonne plateforme, que ce soit pour la qualité de vie, l'embauche, beaucoup de D'accord. campus, assez proche de Paris, etc. Donc bon, ça c'était une parenthèse. Donc on va aborder après l'aspect financier de la start-up, hein. Est-ce qu'on peut appeler ça une start-up que vous avez montée là? Oui, oui, Ouais, complètement. On ouais, est en phase pré-série A. Donc, effectivement, on a fait ce qu'on appelle le seed funding, qui est vraiment pour amorcer la pompe, prouver qu'on est capable d'embaucher, de fabriquer un produit et trouver une traction commerciale. Donc, ce qu'on vient d'exécuter, là, on est en phase de pré-croissance, ouais. puisque Vitesse, notre produit, va être en version 1.0 au mois de décembre, là, d'ici 3 semaines. Et Mhm. nous avons déjà un premier déploiement chez une des pépites françaises, la société de Bruno Bouygues à Laval, qui depuis 2 mois évalue Vitesse. Et nous avons 2 autres déploiements en cours, un dans la Silicon Valley, un autre en France, plus tard en 2022.
On va en reparler, Luc. Il y a évidemment des perspectives financières de cette start-up donc, que vous venez de Ouais. monter. Auparavant, je reviens un petit peu sur Elon Musk. Ce que vous avez observé chez l'homme, chez le capitaine d'industrie Elon Musk, qu'est-ce que vous avez gardé pour vous au moment de monter votre entreprise? Qu'est-ce que vous avez gardé pour vous en vous disant, bah, ça, je le ferai quand j'aurai mon entreprise? En quoi vous inspirez-vous de lui? Ouais, alors déjà, un canevas de travail qui est très subtil et complexe. Donc, c'est assez difficile et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, je pense, qui échouent. J'espère que je n'en ferai pas partie. Mais j'ai été témoin, j'ai eu des boss qui voulaient faire un peu les Elon Musk et les Steve Jobs en ne prenant que la face publique des personnages. Et donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas. Il y a toute une phase cachée, personnelle, non documentée, qui est très profonde, qui est très importante. Et avec Ilan, cette capacité à sauter dans des sujets complexes, sans complexe justement, c'est-à-dire que des sujets sur lesquels il n'a aucune formation au départ, savoir être humble, poser des questions. Et puis, moi, ce qui m'a toujours surpris avec lui, c'est au bout de 5 minutes, c'est lui qui commence à poser les questions. Donc pendant 5 minutes, il écoute. Au bout de 5 minutes, il commence à poser des questions. 20 minutes plus tard, c'est lui qui vous challenge. Et voilà, alors d'une part, il a un outil intellectuel que nous n'avons pas tous. Ça aide beaucoup. Donc peut-être que pour nous, c'est une demi-heure et pas 15 minutes, mais c'est toujours faisable. Et c'est quelque chose que j'ai fait de façon assez systématique chez Tesla. J'ai vu aussi d'autres leaders qui, avec beaucoup de succès, avaient un framework similaire. Et donc, ce qu'on appelle le deep diving, hein, partir profondément sur un sujet sans avoir peur d'avoir la ridicule parce qu'on n'est pas expert dans la matière. Donc, c'est pas évident quand on est un leader ou un manager, un PDG, mais il faut savoir le faire. Et ça, c'est peut-être un trait que le management, justement, à l'américaine, promeut plus volontiers qu'en France. Et puis alors après, il y a des gens comme Elon Musk qui vont à fond dedans, n'ont Ouais. absolument pas peur d'être jugés ni quoi que ce soit, et ce qui les rend d'autant plus admirables d'ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose que je fais, c'est-à-dire que tous les aspects qui sont développés, qui étaient développés dans mon équipe à Tesla, j'étais moi-même contributeur de pas mal de code, et tout ce qui est chez Fullspeed aujourd'hui, je suis l'auteur primordial de la version 1 de vitesse, et tout ce qui est en développement pour la version 2 qui sera livrée l'année prochaine, je ne micromanage pas parce que j'ai embauché des personnes de confiance qui sont très compétentes, qui sont plus compétentes que moi dans leur matière. Ça, c'est aussi un trait important de gens comme Ilan. Et c'est aussi le paradoxe, c'est-à-dire pouvoir micromanager, mais sans pour autant vouloir garder le contrôle et être meilleur que les gens qu'on embauche. Donc c'est Ouais. quelque chose aussi que j'ai appris à faire. Et Bon, enfin, ouais, le allez-y, troisième, Luc, parce qu'il va nous point, rester quelques minutes et il faut qu'on d'accord. parle des affaires financières quand même de tout Ah oui. ça. C'est important dans l'entrepreneuriat. Allez-y rapidement et puis il va nous Le, rester 5-6 minutes derrière. le troisième point, c'est de ne jamais lâcher. On prend une Ouais. décision, tout le monde sur le pont, comme on dit dans la marine, all hands on deck. On demande à tout le monde, même ceux qui ne sont pas ingénieurs, de venir participer et on trouvera une solution. Et pour l'instant, c'est ce qu'on appelle la forcing function, qui marche très bien avec Fullspeed, où tous les membres de l'équipe, quand on met des deadlines, vont travailler jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin Ouais. avec une bonne camaraderie et on livre. Ça, c'est important. Luc, quel est le rapport capitalistique entre la société que vous venez de créer et Tesla? Aucun. C'est-à-dire que je suis parti de Tesla en juin l'année dernière et nous avons monté au mois d'août, nous avons incorporé Fullspeed, qui est une société complètement séparée. Et je travaille, on fait un peu du consulting avec des équipes de Tesla aujourd'hui, mais nous sommes un prestataire et un éditeur de logiciels totalement indépendant. Vous n'avez débauché personne de chez Tesla. Ça, je ne peux pas en parler. D'accord. Bon, et
Comment, bon, c'est tout récent, hein, cette société, c'est 1 an et demi à peu près, hein. Euh, Ça, oui. voilà. Financièrement, vous êtes où? Vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez en pleine levée de fonds, là, me Oui. semble-t-il, hein, si j'ai bien entendu. Alors, nous avons levé 3,2 millions en début d'année. On a commencé ça juste avant Noël. Et en fait, en mars, on a bouclé ce qu'on appelle le seed funding, donc vraiment l'amorçage de la Oui. société. Donc, 3,2 millions auprès de groupes d'investisseurs très intéressants qui sont à cheval entre Paris, Londres, Tokyo, San Francisco. Donc, ce qui correspond assez bien à notre cible marché, le relationnel qu'on a besoin de développer. Euh, et puis, nous sommes en train d'initier le tour de table de la série A. On cherche entre 16 et 20 millions pour accélérer le développement économique et commercial de la société en France et en Europe et aux États-Unis, avec le démarrage d'une équipe de R&D en France, puisque nous avons de très bons ingénieurs français qui sont loyaux, qui coûtent moins cher que dans la Silicon Valley. Et donc, il y a tout intérêt, aussi notre cœur est en France, donc tout intérêt à développer ça en France. 16 à 20 millions, vous souhaitez lever à quel horizon? Bon, ça se fera dans les 2 à 5 mois qui viennent. D'accord. Quel Et est ça peut être utile, le hein. plan de route? Quelle est la feuille de route? Quelles sont les ambitions financières de votre société, Luc? Alors, c'est un gros marché déjà, hein. Tout ce qui est automation, c'est absolument fou. C'est 230 milliards de dollars en 2025 dans le monde. Donc, quand on pense à tout ce qui est production, manufacturing, c'est le plus gros secteur au monde, tout simplement, hein. Et donc, alors il y a des ambitions financières. Euh, on espère passer 1,5 million de dollars de revenus en 2022. D'accord. Ça paraît pas être énorme, mais lorsqu'on est une start-up qui a moins d'un an et qu'on vient dans un domaine où nos concurrents sont des dinosaures, hein, qui Ben sont sur le ouais. marché depuis 150 ans parfois. Donc il faut beaucoup de patience pour ce marché. C'est aussi là où ce ne sont pas les mêmes investisseurs que ceux qui investissent dans des applications pour des jeux vidéo pour iPhone, par exemple, qui veulent un Hmm. retour sur investissement sur 18 mois. Nos perspectives sont plutôt sur 5 ans. Oui, d'accord. Luc, je m'adresse à l'homme là plus qu'au représentant entre guillemets de Tesla ou à l'homme, à l'entrepreneur qui a créé sa société. Qu'est-ce que vous avez dû apprendre vous tout seul au moment de franchir le pas entre salarié de haut niveau et entrepreneur? Et puis le deuxième volet de la question, c'est peut-être un peu vous quittiez Tesla, j'imagine, où vous aviez un gros salaire. Il y a un gros risque que vous prenez de vous lancer dans une entreprise comme ça. Ça va être difficile, j'imagine, d'arriver à vivre de la même manière que quand vous étiez chez Tesla. C'est très indiscret comme question, mais Non, non, mais c'est très juste. Alors cette deuxième question, effectivement, hein, le salaire n'est pas le même. Hugues et moi avons de toute évidence un intérêt capitalistique dans la société qui fait que si ça fonctionne et c'est bien parti pour fonctionner, ça n'est qu'un investissement. Il n'y aura rien à regretter. Maintenant, il est certain que la vie au jour le jour. Bon, ce qui est intéressant, c'est que chez Tesla, j'avais de l'argent, mais je n'avais pas de temps, puisque tous les mois, j'allais en Chine. C'était les coups de fil la nuit, le week-end, pour dépatouiller l'usine ici et là. Donc au final, vaut mieux avoir un peu moins d'argent et du temps. Et ce qui est absolument dingue, c'est qu'étant entrepreneur aujourd'hui, je trouve que c'est plus facile que lorsqu'on travaille chez Tesla à un poste de management avec de telles responsabilités. Euh, L'entrepreneuriat, je l'avais connu à plusieurs reprises. Jamais comme numéro un. J'étais toujours un cofondateur et directeur technique en général. Être CEO, PDG, c'est différent. Ça n'est pas facile, c'est sûr. Il y a des enjeux humains, stratégiques, politiques, commerciaux en permanence. La plus grande difficulté, c'est le changement de contexte permanent. Surtout étant ingénieur, vous savez, on aime bien rester 2 heures sur un écran sur le même problème et vraiment corriger. On a du mal à changer de contexte.
Ouais. Tesla m'a forcé à apprendre à changer de contexte très rapidement, plusieurs fois par jour. Et maintenant, c'est parfois plusieurs fois par heure. Donc, par heure, pardon. Donc, Ouais. ça, c'est difficile, ouais. C'est ce que vous avez le plus de mal à appréhender dans votre nouvelle vie aujourd'hui. C'est ce que j'ai appris à faire, le changement de contexte. C'est là qu'il y a du travail. Vous savez, surtout quand on a décidé d'exécuter et de livrer coûte que coûte, et mentalement, vous avez bien le petit roadbook de voilà ce qu'il faut faire pour la livraison, mais il va y avoir un coup de fil toutes les 10 minutes, de la Ouais. paperasse, des avocats, des clients, des choses comme ça, qui vont venir semer d'embûches dans le roadbook jusqu'à la livraison. Et bon, il faut l'accepter avec un sourire, savoir dire stop parfois, mais et accepter de travailler 4-5 heures de plus le soir pour justement assurer la livraison. Euh, En tout cas, moi j'ai été ravi de discuter avec vous, Luc. C'est intéressant de voir quelqu'un qui, à un moment donné, n'a pas eu peur de quitter un poste dans lequel il devait gagner très très bien sa vie pour prendre le risque à la fois de changer de pays d'une certaine manière, du moins de manière périodique, et puis effectivement de peut-être renoncer à un mode de vie qui était forcément un mode de vie très très satisfaisant. Bravo pour votre courage, Luc. Merci Et Eric. mais moi, enfin, je sais pas, j'ai pas de très grosses inquiétudes pour vous. Bah, c'est gentil, c'est rassurant. Écoutez, on a la bonne équipe, on travaille dur et c'est une mission qui fait du sens et qui, je pense, est même nécessaire. Donc, a priori, il n'y a pas de raison. Ouais. Merci beaucoup, Luc Leroy, et bonne Merci à vous. continuation. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir.